prince à l'aviateur, dans le livre éponyme de Saint-Exupéry, a été entendu, lu, repris un nombre incalculable de fois. Publié en 1943, ce livre a été traduit en plus de 360 langues, ce qui fait de lui le second livre le plus traduit au monde, après la Bible. Après cette courte introduction, je vous souhaite à tous et à toutes bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle lecture chuchotée. Je vais donc vous lire un extrait de la suite spirituelle du Petit Prince, sorti il y a de cela peu de temps. Mais je vous en parlerai mieux plus tard. En attendant, je vous laisse découvrir ce petit mouton qui apparaît doucement sous les yeux attentifs de ce renard, qui ne demande qu'à être apprivoisé. Merci et bonne vidéo à tous. A bientôt, je vous retrouve tout de suite. Et ce qui fait que l'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lecture chuchotée, mais cette fois-ci, comme vous l'avez compris, on va traiter non pas du Petit Prince, du moins celui de Saint-Exupéry, mais d'Alejandro Roemers. Oui, mon accent argentin n'est pas très bon. Il a écrit Le Retour du Jeune Prince comme une suite non officielle à l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Après m'être renseigné un peu sur lui, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps dans le milieu pharmaceutique, si je ne dis pas de bêtises, pour au final, une fois, entre guillemets, sa retraite prise, se consacrer pendant 9 jours dans une de ses maisons, je crois, au Portugal. Il a écrit du coup ce livre qui, de base, était destiné à ses amis et sa famille, et puis qui au final a été traduit dans plus de 30 langues différentes. C'est pas mal. Si je ne dis pas de bêtises, il est sorti en 2019. 2018. 2019, voilà, c'est ça. Et on va parler donc ici du Petit Prince, mais après plusieurs années, qui a bien vieilli, disons-le comme ça, et qui est de retour sur Terre. Voilà. Il était évident que je voulais parler de ce livre parce que je suis tombé un peu par hasard et j'en suis content. J'en suis bien content. Étant donné que Le Petit Prince est mon livre préféré, celui-ci l'est tout autant. Même si je mets un petit bémol quant à une tournure qui a été prise vis-à-vis de tout ça, mais bon, je n'en dirai pas plus. Du coup, je vais vous lire les 4-5 premiers chapitres, je sais pas trop environ combien de temps ça va prendre. Je vais le faire au feeling, comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, le renard qui rêvait d'être apprivoisé
Chapitre 1er. Je roulais seul dans mon automobile sur une route de Patagonie, une terre qui, dit-on, tiendrait son nom d'une tribu, indigène aux pieds immenses, quand j'aperçus un objet à l'aspect singulier sur le bas-côté. Instinctivement, je freinai et distinguai une mèche de cheveux blonds qui dépassait d'une couverture bleue. Intrigué, je coupai le moteur et descendis de la voiture. Là, dans cette lande déserte, à des centaines de kilomètres du village le plus proche, un jeune garçon dormait en toute quiétude, ses traits innocents parfaitement détendus. Ce que j'avais tout d'abord pris pour une couverture était en réalité une grande cape bleue, doublée de pourpre que la brise de printemps soulevait par instants, révélant un pantalon blanc passé dans des bottes de cuir, comme en portent les cavaliers. Cet accoutrement, quasi princier, avait quelque chose d'incongru sous ses lassitudes. Je restai un moment à le contempler, sans parvenir à m'expliquer cette mystérieuse présence. On aurait dit que même les tourbillons de poussière charriés par le vent qui soufflait des montagnes l'avaient épargné. Je réalisai soudain que je ne pouvais pas le laisser seul au milieu de cette plaine aride, sans eau ni nourriture. Son aspect ne m'inspirait pas la moindre crainte, mais je dus vaincre une certaine appréhension pour l'approcher. Sans trop de difficulté, je le soulevai de terre et le déposai sur le siège passager. Ne constatant aucune réaction de sa part, je crus qu'il était mort. Mais l'abattement faible, quoique régulier, de son pouls m'indiqua qu'il était bien vivant. Quand je laissai retomber sa main inerte sur le siège, j'eus l'étrange impression d'être en présence d'un ange tombé du ciel. Plus tard, je découvris qu'il était épuisé, à l'extrême limite de ses forces. Je songeais que les adultes, avec leur incessante mise en garde, finissaient par nous éloigner les uns des autres, au point que le moindre contact, même visuel, devenait une source de gêne et d'appréhension. « J'ai soif, » dit le garçon, me tirant brusquement de ma rêverie. Le son de sa voix, à peine audible, ressemblait au murmure cristallin de l'eau qu'il me réclamait. Pour des trajets comme celui-là, qui pouvaient durer jusqu'à 3 jours, j'emportais toujours des provisions, afin d'éviter d'avoir à m'arrêter, sauf pour prendre de l'essence. Je lui tendis une bouteille et un gobelet en plastique, ainsi qu'un sandwich enveloppé dans du papier aluminium. Tandis qu'il buvait et mangeait en silence, les questions se bousculaient dans ma tête. D'où vient-il? Comment est-il arrivé jusqu'ici? Que faisait-il étendu sur le bas-côté? A-t-il de la famille? Où sont ses parents? Étant curieux par nature et toujours prêt à rendre service, je m'étonne même encore aujourd'hui d'avoir réussi à garder le silence pendant les longues minutes où mon passager reprenait des forces. Le garçon se restaurait tranquillement, comme s'il était parfaitement normal qu'un inconnu apparaisse comme par magie, au milieu d'une zone semi-désertique, et lui porte secours. « Merci, » me dit-il quand il eut fini, comme si ce simple mot suffisait à dissiper tous mes doutes. Je réalisai soudain que je ne lui avais même pas demandé où il allait. L'ayant trouvé sur le côté droit de la route, j'en avais déduit qu'il se rendait au sud, mais il était plus probable qu'il cherchait à rejoindre la capitale au nord. C'est drôle comme nous avons a priori tendance à penser que les autres suivent le même chemin que nous. Je me tournai de nouveau vers lui, mais trop tard. Il était déjà retourné au pays des rêves. Chapitre 2. Je roulais depuis un bon moment quand je sentis qu'une paire d'yeux bleus m'observait avec curiosité. « Bonjour », dis-je en me retournant vers mon mystérieux passager. « Comment s'appelle ce drôle d'engin ?» me demanda-t-il en jetant des regards intrigués autour de lui. « Où sont les ailes ? Tu veux parler de la voiture ? » La voiture, elle ne peut pas décoller de la terre. Non, concédai-je, légèrement froissé dans mon amour-propre. Et elle ne peut pas sortir de cette piste grise, s'enquit-il en désignant le pare-brise. Cette piste grise s'appelle une route, dis-je. Si nous sortions de la route à cette vitesse, nous nous tuerions à coup sûr. Toutes les routes sont-elles aussi tyranniques? Qui les a inventées?
L'homme. Répondre à des questions aussi simples me semblait incroyablement compliqué. Qui était cet enfant débordant d'innocence qui venait ébranler toutes les certitudes qu'on m'avait inculquées? D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Quelque chose dans son regard me semblait étrangement familier. Est-ce qu'il y a beaucoup de routes sur la Terre? Demanda-t-il sans prendre la peine de me répondre. Oh oui, elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les compter. Moi, je connais un endroit où il n'y a pas de route, déclara-t-il. Mais comment font les gens pour ne pas se perdre? M'étonnai-je de plus en plus intrigué par cet étrange garçon. Et là où il n'y a pas de route sur Terre, reprit-il, imperturbable, les gens ne regardent pas le ciel pour s'orienter. La nuit, si, quand il est possible de voir les étoiles. Mais quand la lumière est trop vive, on risque de perdre la vue. Ah! S'exclama-t-il. Les aveugles voient des choses que les autres n'osent pas regarder. Je crois bien que ce sont les hommes les plus courageux de cette planète. Ne sachant que répondre, je laissai le silence s'installer, tandis que la voiture continuait de filer sur la piste. Tyrannique. Chapitre 3. Au bout d'un moment, songeant qu'il n'avait pas répondu à ma question par timidité, je revins à la charge. Que t'est-il arrivé? Tu as besoin d'aide? Comme il ne disait rien, j'insistais. Tu peux me faire confiance. Comment t'appelles-tu? Et quel est ton problème? Mon problème? Je me figurais que quelqu'un qui se retrouva à demi inconscient sur le bord de la route, au milieu de nulle part, a forcément un problème. Mais après quelques minutes de réflexion, il me surprit en me demandant: qu'est-ce que c'est un problème? Croyant qu'il plaisantait, je souris. C'est quoi un problème? Répéta-t-il encore. Surpris par sa réaction, je me dis que je n'avais peut-être pas compris le sens de sa question. Problème, problemo, énonçai-je en différentes langues. J'ai déjà entendu ce mot, mais qu'est-ce que cela signifie au juste? J'essayais enfin de me rappeler la définition qu'en donnait le dictionnaire. Je n'arrivais pas à croire que, dans un monde où les problèmes abondent, un garçon de son âge ne sache pas ce que cela signifiait. Pour finir, voyant qu'il ne désarmait pas, j'improvisai une explication. Un problème, vois-tu, c'est comme une porte dont on ne détient pas la clé. Et comment fais-tu quand tu éprouves un problème? Voulut savoir mon compagnon de route, de plus en plus curieux. Eh bien, tout d'abord, j'essaie de voir si le problème me concerne réellement, s'il m'empêche d'avancer. C'est très important, car il y a beaucoup de gens qui se mêlent des affaires des autres sans qu'on leur ait demandé quoi que ce soit. Ce faisant, ils perdent leur temps et leur énergie et empêchent les intéressés de trouver eux-mêmes leurs propres solutions. Il acquiesça d'un hochement de tête, comme si cela allait de soi. Et si le problème te concerne, effectivement, poursuivit-il en se tournant vers moi, dans ce cas, à charge pour toi de trouver la bonne clé et de l'introduire, comme il faut dans la serrure. Ça n'a pas l'air bien compliqué, conclut-il. C'est ce que tu crois, mais il y en a pourtant qui ne trouvent jamais la clé. Non par manque d'imagination, mais parce qu'ils ne veulent pas s'y prendre à plusieurs fois, et parfois, ils ne cherchent même pas à essayer. Ils voudraient qu'on leur mette la clé dans la main, ou mieux encore, qu'on ouvre la serrure à leur place, alors qu'ils sont capables de l'ouvrir par eux-mêmes. Si tu es convaincu que tu peux le faire, alors il y a de fortes chances pour que tu y arrives. Mais si tu es persuadé que tu en es incapable, tu n'y arriveras pas. Et que se passe-t-il quand on n'arrive pas à ouvrir la porte? Il faut essayer, encore et encore, sans quoi on ne réussira jamais à devenir celui qu'on aurait pu être. Et donc, il est inutile de se mettre en colère, de taper contre la porte comme si elle était responsable de tous nos malheurs. Nous ne devons pas non plus nous résigner à vivre de ce côté-ci de la porte, tout en rêvant à ce que nous pourrions trouver de l'autre côté.
déclarer cyniquement que ce qui s'y trouve derrière ne l'intéresse pas. Mais ce ne sont là que des excuses, parce qu'au fond de lui-même, il a peur d'échouer. Plus il tarde à surmonter l'obstacle qui se trouve en travers de son chemin, et plus les difficultés s'accumulent. Ou, pour dire les choses plus simplement, plus tu traînes un problème derrière toi comme un boulet, plus il devient lourd à traîner. Je sentis que l'entêtement de mon jeune compagnon commençait à faiblir, mais l'expression de tristesse dans son regard et sa mine résignée m'incitèrent à continuer. Tout cela conduit au malheur. Le chemin de l'épanouissement spirituel et du bonheur exige du courage de notre part et la volonté de grandir. Nous devons être prêts à renoncer à notre petit confort et à affronter les problèmes sans nous décourager, jusqu'au moment où la porte s'ouvre à notre grande satisfaction et nous permet de continuer à avancer. Et comment puis-je faire pour trouver la bonne clé ? Demanda-t-il. À cet instant précis, je dus ralentir pour garder mes distances avec une bétaillère qui roulait devant nous. Je jetai un coup d'œil à la jauge à essence et réalisai que j'allais devoir ralentir mon allure si je voulais atteindre la prochaine station-service. Ma voiture n'était pas équipée d'un de ces systèmes modernes qui, selon leur quantité de carburant restant dans le réservoir, vous indiquent combien de kilomètres vous pouvez encore parcourir. Je me consolais en songeant que le camion qui me devançait pourrait me dépanner en cas de besoin, et le dépasser en le gratifiant d'un grand sourire auquel il répondit par un grand coup de klaxon amical, comme c'est la coutume en Patagonie, où le simple fait de croiser un autre être humain sur la route quasi déserte vous procure un sentiment de joie. Mais comment puis-je trouver la bonne clé ? Réitéra le garçon. En procédant exactement comme tu le fais, rétorquai-je, les nerfs légèrement tendus par la fatigue du voyage. Je veux dire que c'est en posant des questions qu'on finit par trouver la réponse. Et si tu essaies l'une après l'autre, toutes les clés dont tu disposes, la porte finira par s'ouvrir. Et si tu continues à me bombarder de questions, tu vas me rendre chèvre, ajoutai-je en moi-même. Chapitre 4. L'ayant moi-même encouragé à poser des questions, je songeais que le garçon n'allait pas me laisser de répit tant qu'il n'aurait pas obtenu toutes les réponses qu'il cherchait. Cependant, j'en vins malgré moi à considérer notre étrange conversation comme un jeu, et je sentis ma fatigue se dissiper comme par magie. Je me sentais prêt à laisser libre cours à mon imagination. Tu as dit que la clé ne suffisait pas, reprit-il en se collant confortablement dans son siège, et qu'il fallait trouver le moyen de l'introduire dans la serrure. Tout à fait. La meilleure façon de résoudre un problème, c'est de le relever comme un défi. Certes, il y aura toujours un obstacle, mais abordé sous un jour positif, il va aiguiser notre intelligence et ouvrir la voie à des solutions. C'est pourquoi nous devrions remercier la Providence lorsqu'elle nous met en présence de difficultés. Remercier la Providence, répéta-t-il incrédule. Oui, parce qu'elle nous aide ainsi à grandir et à progresser, comme le vent, qui, en renforçant les racines de l'arbre, le rend plus robuste. Si tu contemples les obstacles de cette manière, tu ne perdras plus de temps à gémir sur ton sort, et tu auras une vie bien remplie. Voyant que mon passager m'écoutait avec attention, j'ajoutai sans transition. Il y a autre chose que tu peux faire, une fois que tu as identifié un problème. C'est le considérer sous différents angles, ou le fractionner en problèmes plus petits. Oui, une fois j'ai dû surmonter une difficulté importante, déclara le garçon pensif. Laquelle ? Demandai-je, ma curiosité soudainement piquée. Comme je ne pouvais pas atteindre la Terre du premier coup, j'ai dû fractionner la distance et faire halte sur d'autres planètes, expliqua-t-il à ma grande stupeur. Soit mon jeune compagnon avait perdu la raison, soit il avait une imagination débordante. Après un long silence, il ajouta. Au cours d'un de mes voyages, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui avait un problème sans solution. Vraiment ? Oui, c'était un homme qui buvait pour oublier. Pour oublier quoi ? Demandai-je. Qu'il avait honte. Honte de quoi ? De boire, conclut le garçon. Le sentiment de culpabilité nous paralyse et nous empêche de résoudre nos problèmes.
simplement pour continuer d'avancer et ne pas répéter les actes qui font que nous nous sentons coupables. Mais quand on a commis un acte répréhensible, c'est inévitable, non? La culpabilité n'a aidé en rien l'homme dont tu parles. C'est une punition inutile qu'il s'inflige à lui-même et qui le prive de son énergie, mais qu'il continue de s'infliger parce qu'il n'a plus d'amour propre. Lui as-tu demandé pourquoi il avait commencé à boire? Non, répondit le garçon hésitant. Le voyant sourire, je compris qu'il me serait plus facile de découvrir la tombe d'un pharaon inconnu que de deviner les questions qui venaient à l'esprit de mon jeune compagnon. La solitude, le manque d'amour, la frustration. J'ignore quelle en était la cause, mais il ne fait aucun doute que la dépendance à la boisson est le résultat d'une autre chose. C'est un triste exemple des effets dévastateurs de l'incapacité des êtres à surmonter leurs difficultés. Je m'en veux de l'avoir jugé, se repentit le garçon désolé. Si je lui avais témoigné de la compassion, il aurait peut-être trouvé la clé dont il avait besoin pour ouvrir la porte qu'il n'a jamais pu franchir. La vie nous semblerait infiniment plus positive si nous arrêtions de nous mentir à nous-mêmes, et aux autres aussi, de nous plaindre pour un oui, pour un non, de nous demander ce que nous avons fait pour mériter les difficultés que nous nous rencontrons. Et si nous aurions pu les éviter? Il en irait tout autrement si nous nous servions de notre capacité à résoudre les problèmes et à accepter ce qui ne peut pas être changé. Selon un vieux dicton oriental, mieux vaut allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Voyant que mon compagnon m'écoutait avec intérêt, je continuai de méditer à voix haute. Parfois, tu remarqueras qu'il te suffit de regarder les choses sous un angle différent pour que l'obstacle disparaisse. Car bien souvent, la difficulté se trouve en nous et dans la façon que nous avons de contempler le monde sans voir plus loin que le bout de notre nez. La difficulté est en nous, répéta-t-il en abaissant les yeux vers son propre nombril. La plupart du temps, oui, répondis-je, mais la solution aussi. Le monde des pensées et des émotions traîne derrière lui le monde tangible comme un boulet. Ainsi, il y a de fortes chances pour que les choses se passent comme nous les avions imaginées. Dans une certaine mesure, nous façonnons nous-mêmes la réalité qui nous entoure, tels de petits monarques régnant sur leur entourage. Mais comment est-ce possible? S'étonna-t-il. Tu veux dire que la réalité n'est pas la même pour tous sur cette planète? Disons que la réalité absolue est la même pour tous, mais que nous n'en percevons qu'une partie, celle que notre conscience capte en fonction de ses capacités sensorielles et de son degré d'évolution, en ne laissant filtrer de la réalité que quelques idées, connaissances ou personnes dont nous partageons ou non les opinions. Nous ne faisons en somme que contempler le reflet de notre propre image. Tu veux dire que les gens voient non pas la réalité, mais la perception qu'ils ont d'eux-mêmes à travers cette réalité? C'est évident. Songe aux formidables limitations de nos sens. Nous avons inventé des machines capables de capter des ondes de fréquences que notre oui ne perçoit même pas. Et d'autres, comme les microscopes et les télescopes, qui nous permettent de décupler nos capacités visuelles. Pour autant, nous ne réalisons pas toujours que l'observation de nos actes et des événements qui nous affectent est la meilleure façon d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. C'est comme si nous n'étions pas syntonisés avec le monde qui nous entoure. Pourquoi dis-tu les choses d'une façon aussi compliquée? Bougonna-t-il. C'est un peu comme si l'avarice ne pouvait affecter que les gens avares, dès lors qu'elle ne compte pas pour les personnes généreuses, expliquai-je. De la même façon, tous ceux qui se battent à tort, ou à raison, contre des voisins ou des parents malveillants, des chefs injustes ou contre la société en général, ne se battent en réalité que contre eux-mêmes, dis-je pour conclure mon raisonnement. Alors, c'est comme essayer de se battre contre le reflet d'une grimace dans un miroir, s'interrogea le garçon, l'air grave. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'en se querellant avec leur entourage, ils sont condamnés à l'échec. L'essentiel est la souffrance humaine,
essentiel de la souffrance humaine provient de la résistance aux contingences, des frictions entre les êtres humains ou du refus des lois de l'univers. Le sage est en harmonie avec la réalité. Il se rend compte que les circonstances, qu'elles lui plaisent ou non, sont ce qu'elles sont. Il sait, par ailleurs, qu'avant de pouvoir améliorer le monde, il convient de s'améliorer soi-même. Tu veux dire que tout ce qui existe est bon, de par le simple fait d'exister. Mais pourquoi dis-tu les choses d'une façon aussi compliquée? S'il te plaît, donne-moi un exemple que je puisse comprendre. Eh bien, quand tu pousses contre un mur, tu sens que le mur résiste avec la même force. Si tu pousses encore plus fort, le mur n'en résistera que davantage. La solution consiste donc à ôter les mains du mur. Ainsi, la résistance disparaîtra d'elle-même. Celui qui reconnaît au mur le droit d'exister n'éprouve plus le besoin de le pousser et n'est pas chagriné par son existence. Ça c'est bien vrai, approuva-t-il. Mais si nous ne connaissons qu'une fraction de la réalité, est-ce que cela veut dire que chacun vit dans son propre monde et qu'il y a autant de mondes que de personnes? Peut-être comprendras-tu mieux en te représentant les pièces d'un puzzle. Tout ensemble, elles forment une réalité plus vaste que chacune d'elles prise séparément. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que chaque personne est capable de changer et de transformer le monde dans la limite de ses propres perceptions, sans avoir à se battre et sans l'intervention de pouvoir extérieur. Cette fois je comprends ce que tu veux dire, s'écria-t-il. Si le miroir me renvoie le reflet d'un visage grincheux, la seule chose à faire, c'est sourire. Exactement. Et de la même façon, si tu as un voisin hargneux, efforce-toi de te montrer aimable. Pour avoir un bon fils, il faut commencer par être un bon père. Et inversement. Et cela s'applique également aux maris et aux femmes, aux patrons, aux employés. La seule façon de changer le monde, c'est de changer nous-mêmes. Chapitre 5. Nous restâmes un moment silencieux, perdus dans la contemplation du paysage. Un vent incessant rongeait le sommet des montagnes, ne laissant que peu de répit au taillis. Au loin, sur une colline tapissée de végétation, on apercevait des layants, comme des rubans rouges, se frayant un chemin jusque dans la vallée. Il me vint une idée bizarre que j'exprimai à voix haute. Si ça se trouve, cet univers a été créé à l'image d'un esprit supérieur qui voulait apprendre à se connaître lui-même. Dans ce cas, pourquoi y aurait-il des habitants sur cette planète? Ils sont libres d'aller où bon leur semble. Ou sont-ils obligés comme toi de suivre la route? Vivre, vois-tu, c'est apprendre, affirmai-je. Tout ce qui arrive a un sens pour celui qui le vit. Plus notre conscience se développe, et plus il nous est facile d'extraire le sens des événements qui jalonnent notre existence. Parfois, la douleur et la maladie nous apportent une plus grande richesse spirituelle. C'est pourquoi, si grande que soit ta chance, tu devras en remercier la vie, car c'est elle qui t'offre la possibilité d'évoluer. Le destin trouve toujours un moyen de nous enseigner ce à quoi nous résistons le plus, ce que nous refusons d'accepter. Le destin, dis-tu? Qu'est-ce que c'est? Tu en parles comme d'un maître d'école, releva le garçon. C'est le chemin que chacun de nous emprunte. Est-il possible de le dévier? Demanda-t-il inquiet. Oui, répondis-je, sachant pourtant pertinemment que, même en lisant tous les livres sur la Terre, nous ne trouverions jamais la réponse définitive à cette question. Comme il avait l'air perplexe, j'imaginai une comparaison. Supposons que tu es une rivière qui coule inexorablement. Tu décides de contourner les
désert, confessa-t-il. Dans ce cas, tu dois conserver ta limpidité. Sois généreux, et tu fertiliseras les terres autour de toi. Renouvelle-toi, et tu apaiseras la soif partout où tu passeras. Aie confiance en tes idéaux, et tu inspireras les autres. Prends conscience, et tu éveilleras les consciences. Aie un but dans la vie, et tu accompliras ton destin. Je cessai de parler, et nos regards se perdirent dans l'immensité des pâturages, s'élevant lentement jusqu'au fantôme bleu de la cordillère. Voilà. Alors, c'est rien que déjà à ce moment-là, voilà. Il y a cette tournure qui me gêne entre guillemets dans ce livre. C'est ce côté assez religieux, sans pour autant mettre en avant une religion, mais à la différence de Saint-Exupéry, c'est que voilà, le livre se voulait athée tout simplement. Là, c'est différent. Mais pour autant, la question reste entière par rapport à tout ça. Et on pourrait en parler un long moment. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Si vous voulez le livre, je vous redis le titre. Le retour du jeune prince de Alejandro Roemerse. Voilà. Je vous lis la 4e de couverture si vous voulez. Citation. Aime tes rêves et grâce à eux tu pourras construire un monde plein de sourires et de tendresse. Un jeune homme errant sur une route de Patagonie recueilli par un automobiliste. L'adolescent est le prince d'une contrée lointaine qui explore l'univers. Dans les paysages désertiques et sauvages, les deux voyageurs, si différents, engagent un dialogue abordant avec simplicité les grandes questions de l'existence. Au fil de leurs aventures, chacun apprend à écouter le cœur de l'autre et à tenter de trouver le vrai sens de la vie. Ce voyage se transforme peu à peu en une véritable quête spirituelle. Et au bout de ce chemin, il y a le secret d'un mystère que nous passons parfois une vie entière à chercher. Le bonheur. Voilà. J'ai même une mini-biographie d'Alejandro. Alejandro Roemer est né à Buenos Aires en 1958. Poète réputé, il a publié des livres qui ont reçu de nombreux prix et ont enseigné dans les écoles argentines. Le retour du jeune prince est un best-seller en cours de publication dans une trentaine de langues. Il a déjà séduit plus de 3 millions de lecteurs. Voilà. Il est édité aux éditions City. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Encore une fois, tournée à l'arrache. Il faut être honnête. Mais toujours tourné avec autant de plaisir. Il y a eu quelques bafouilles et je m'en excuse. Et j'ai oublié de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2021, en espérant qu'elle soit